Merci à tout le monde pour cet accueil. J'en profite pour dire rétrospectivement merci à tous ceux qui ont organisé tout cela, et notamment hier, car je ne me suis rendu compte de rien. Et il y avait un monde absolument incroyable qui s'est rassemblé au Mirail, puisque le gars qui fait la sécurité m'a dit il y a au moins 2000 personnes. Il y avait la queue jusqu'au métro et tout le monde n'a pas pu rentrer. J'en suis désolé pour ceux qui ont dû rester dehors. Et évidemment, aujourd'hui à nouveau, je suis impressionné parce que si hier je ne pouvais pas me rendre compte, aujourd'hui, si je participe aux rencontres des quartiers populaires depuis qu'elles ont commencé en 2018 à l'initiative d'Éric et de son équipe. Et nous étions à Épinay, à une époque où, comment vous dire les choses, nous comprenions, nous sentions, nous devinions, et puis quelques-uns d'entre nous avaient une vie qui les rapprochait des situations des quartiers populaires. Pour ma part, j'ai passé toute ma jeunesse en quartier populaire. Mais le temps passé, il passe si vite, et les mutations de la société sont si violentes qu'aujourd'hui, je suivrai le conseil qu'a donné à ça il y a un instant. Je ne parlerai pas à la place de ceux qui vivent en quartier pour la raison que ce que j'ai vécu et ce que vous vivez n'a strictement rien à voir. La situation qui était celle du quartier populaire d'Yvetot, dans la cité Séminore, j'étais dans le bâtiment A et on y mettait les fonctionnaires et leurs enfants. Dans le bâtiment B, on mettait les contremaîtres et C, D et E, c'était les ouvriers. Tout le monde bossait. Et tout était nouveau, et pour la plupart de ceux qui se trouvaient, c'était un enchantement d'être là, parce que, enfin, il y avait les toilettes dans la maison, parce qu'il y avait le chauffage, parce qu'il y avait une cave, parce qu'il y avait la chambre pour les enfants et celle pour les parents. Et ces masses humaines innombrables qui avaient été arrachées à la campagne, à la condition d'ouvriers agricoles, se retrouvaient à vivre une vie qu'ils considéraient comme une vie décente, dans un habitat décent, se sentaient respectés. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ceux qui vivent dans les quartiers populaires se sentent, à juste titre, méprisés, oubliés. Et, quand parlent les maîtres, les élites sociales du pays, c'est elles qui montrent du doigt les gens qui se trouvent là et accusent les parents des erreurs de leurs enfants, comme si leurs enfants, eux, n'en commettaient pas d'erreurs. C'est eux qui mettent en cause cette femme sur deux qui porte sur son dos la charge de la famille pour lui reprocher quoi? Que n'a-t-elle pas fait alors qu'elle a déjà tout fait? Et on lui demande encore. La vérité, c'est que les maîtres qui parlent d'ensauvagement des populations s'ensauvagent, eux, parce que c'est eux qui acceptent de plonger des masses humaines pareilles dans des conditions de vie pareilles. La décivilisation, c'est d'abord celle des élites qui oublient qu'ils vivent dans une société et qu'il est impossible de vivre en société en partant du principe qu'une large partie des gens qui la composent n'ont aucun droit et n'en auront jamais et doivent se satisfaire de leurs conditions. Je ne suis donc pas venu faire le porte-parole, car je n'en ai pas la compétence à cet instant. Je suis venu apporter un éclairage et un mot d'ordre. Cet éclairage, c'est qu'il faut penser la France telle qu'elle est. Et il faut que les habitants des quartiers populaires, c'est-à-dire la plus grande partie de la classe ouvrière de ce pays, la plus grande partie des employés femmes de ce pays, comprennent sa force, la place singulière qu'elle occupe dans la société, et que si nous ne sommes plus une société de production industrielle, nous le restons pour une part et les ouvriers sont dans les cités. Et si nous sommes une société de services, alors les services sont accomplis majoritairement par des femmes et majoritairement elles sont dans les quartiers populaires. Il y a, de la part des élites, la volonté de cacher la réalité pour que les premiers concernés ne sentent pas leur force. Savez-vous qu'il est difficile de dire ce qu'est un quartier populaire?
Il n'y a pas de statistiques. Il y a des statistiques sur les quartiers prioritaires de la ville. Mais c'est loin de représenter tous ceux qui vivent dans un quartier populaire. C'est une partie sérieusement analysée, je le dis. L'INSEE a fait un bon travail par petits carreaux de, je crois, 100 mètres. Et donc, dans ces carreaux, elle a identifié les endroits où les gens étaient uniquement, d'après un critère, le niveau de leurs revenus. Mais comme il y a 5 200 000 personnes de cette manière, et que nous savons qu'il y a 11 millions de pauvres dans le pays, nous ne croyons pas que la majorité des pauvres soit ailleurs que dans les quartiers populaires, en général, et pas seulement dans les quartiers prioritaires de la ville. J'espère que tout le monde suit mon explication. Il y a une difficulté à délimiter les populations pour avoir une idée de quoi nous parlons. En toute hypothèse, nous parlons de millions de gens. C'est pourquoi, souvent, je ne vous cache pas une certaine amertume quand on me surprend avec une caméra dans une manifestation et que m'adressant à une jeune fille qui m'interrogeait en me disant « Monsieur Mélenchon, que faut-il faire pour qu'on gagne ?» Et je lui dis « Les quartiers populaires et la jeunesse, c'est là qu'il faut mettre tout le monde en mouvement parce que c'est là qu'il y a le plus d'abstention et c'est là qu'il y a le plus de raisons de se battre. » Et j'ajoute, parce que j'ai une jeune fille devant moi, je dis le reste on oublie. Aussitôt, ah, Mélenchon a dit le reste on oublie. Vite, il court voir le reste. Qui ça peut bien être le reste pour qu'on aille leur faire dire du mal de Mélenchon? Ah, c'est la ruralité. Ah, voici le nouveau héros de l'histoire. D'abord, que voulez-vous que je dise à une jeune fille de 14 ans? Prends ta mobilette et va dans la ruralité convaincre les fascistes de voter à gauche? Qui pourrait me prendre au sérieux? Et vous autres qui êtes parents ici, vous diriez qui est ce type qui donne des consignes pareilles à ma gamine? J'ai répondu comme doit répondre un adulte à un jeune qui vient à sa rencontre et qui lui demande comment se rendre utile. J'ai répondu voilà comment tu peux te rendre utile. Convainc ton frère, ta sœur, aide tes parents, fais-les s'inscrire sur les listes électorales. Voilà la tâche que tu peux accomplir, même si tu as 13 ans ou 14 ans. Moi aussi, j'ai emmené ma grand-mère voter. Alors tu peux le faire. Vous pouvez tous le faire. C'est votre devoir. Et vous aurez beaucoup d'influence parce que vos grands-parents et vos parents vous aiment et vous écoutent et ils sont contents de parler avec leurs jeunes. Ils sont contents d'être au contact du monde nouveau que vous représentez. Et ils souhaitent que vous y réussissiez, que vous épanouissiez une vie d'homme et de femme accomplie. C'est pourquoi ils vous écouteront. Et puis vous savez comme moi, puisque nous avons eu une vie assez semblable, ma grand-mère savait lire et écrire. Elle venait de Staweli, à côté d'Alger. Mais nous n'avons colonisé personne. Nous faisions partie de ces cohortes énormes de gens qu'on a été ramassés partout, où on crevait de misère. Et on leur a dit « Allez là-bas, c'est formidable, il y a du boulot, vous allez devenir les rois du pétrole. » Et il n'y avait rien. Et les pauvres, ils sont morts aussi pauvres qu'ils étaient nés. Et donc, la culture y était moins répandue et la condition des femmes faisait qu'elles n'étaient pas prioritaires pour l'éducation. Elle savait, mais elle écoutait son petit-fils, puisque moi, j'étais le premier bachelier de ma famille, c'est-à-dire quelque chose comme un équivalent d'Einstein aux yeux du reste de la famille. Vous connaissez tous ça, vous autres, les plus jeunes, qui avaient bac, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, parce que dans les quartiers populaires se trouvent les seules catégories ascendantes de ce pays. C'est dans les quartiers populaires que se trouvent les jeunes gens qui ont réussi à l'école et dont la vie sera considérablement plus meilleure que celle de leurs parents. Tandis que dans nos catégories à nous, c'est l'inverse qui se produit. Ceux qui ont avancé en âge, dorénavant qui avaient réussi leur vie, ne voient plus d'avenir, ont du mal à payer les charges de la copropriété. Et eux qui ont passé toute une vie à avoir un demain meilleur que la veille, se trouvent maintenant à avoir un demain qui est pire que la veille. Et ça change tout. Voilà pourquoi ce peuple, tout d'un coup, se met à douter de son futur au point qu'il ne fait plus d'enfants. Et qu'alors qu'en 2000,
nous étions encore le seul peuple d'Europe qui dépassait la limite de la reproduction de la société à plus de 2 enfants. Maintenant, nous sommes à 1,6. Maladie terrible de la peur du futur, de l'angoisse pour les siens, qui frappe à présent dans les choses, les sentiments, les aptitudes les plus intimes et les plus naturelles d'un être humain. Celles qui, pendant des millénaires, ont organisé la vie des gens. Se préoccuper des plus jeunes, mais ils sont de moins en moins nombreux et de plus en plus maltraités, même quand ils réussissent à l'école. Se préoccuper des plus anciens, et ils sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus maltraités, et de plus en plus seuls, puisqu'un sur 4 vit dans la solitude quasi absolue. Telle est la société que nous léguons à ceux qui nous suivent de la jeune génération. Une société cruelle, indifférente à l'autre, précipitée dans la marchandisation de tout, de la naissance, de la mort, de la santé, de l'éducation. Tout est transformé en marchandises, alors que tout cela était comme des propriétés de l'existence elle-même. Savez-vous à quoi on voit le début de la civilisation? On l'a demandé une fois à une ethnologue. On lui a dit, à votre avis, quand est-ce que ça commence, la civilisation? Est-ce que c'est quand il y a des pots en céramique? Ou bien est-ce que c'est quand il y a des haches en bronze? Et elle a répondu non. C'est quand on a retrouvé le premier squelette d'une vieille dame qui avait eu une jambe brisée et sa jambe s'était ressoudée. Cela signifie que les autres s'étaient occupés d'elle pendant la période où elle avait la jambe cassée, l'ont portée sur leur dos, l'ont nourrie, l'ont soignée, jusqu'à ce qu'elle guérisse et qu'elle reprenne sa place dans la société, la place fondamentale qui était celle des grands-mères. C'est donc bien l'aptitude à l'entraide qui définit l'humanité, et non pas la transformation de tout en marchandises pour accumuler. Je viens apporter un message. J'ai réfléchi à tout ça avec toutes nos équipes. Alors, on était là, d'une marche à l'autre, d'une rencontre des quartiers à l'autre. Nous ne voulons plus des discriminations sociales. Nous ne voulons plus du racisme. Nous ne voulons plus d'eux. Nous ne voulons plus d'eux. Mais enfin, il s'agit pour nous de dépasser cette situation. Nous ne sommes pas seulement ceux qui ne veulent plus d'eux. Nous voulons de quelque chose. D'abord, de la reconnaissance de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. Il en reste à peine 400 000, tellement leur situation a été mal gérée par leurs dirigeants. Et eux ont continué à faire la piétaille qui leur sert, qu'on pousse en avant dans les manifs, et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée, et pour ceux qui ne le savent pas, arrivent dans la ruralité pour acheter ce qu'on peut y acheter, quand on peut y acheter quelque chose, parce qu'il se trouve que la crise du logement est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille, eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. Cette nouvelle France, je ne l'ai pas inventée à partir de ce que j'ai vu dans les quartiers populaires. J'ai compris qu'elle existait à partir de tout ce qui s'est transformé en profondeur dans la société française.
il faut bien prendre une date comme point de départ. Puisque nous voulons une nouvelle constitution, puisque nous voulons une 6e République, puisque nous voulons une nouvelle citoyenneté, alors on a proposé de prendre comme date repère 1958, c'est-à-dire l'avènement de la 5e République et l'achèvement quasi total, car il n'est pas total, de la décolonisation avec la liberté acquise par le peuple algérien et la constitution de l'Algérie indépendante. C'est-à-dire ce qui devrait dorénavant être un acquis, à savoir la décolonisation complète, non seulement des territoires, mais pire encore, des esprits qui doivent renoncer une bonne fois à considérer que les uns sont les inférieurs des autres parce qu'ils auraient reçu cette qualité de je ne sais quelle couleur de peau, religion ou autre. La France, c'est celle de la République, ou bien ce n'est rien. Et la République, c'est l'égalité absolue des êtres humains entre eux, et notamment leur égalité dans l'exercice du pouvoir par la citoyenneté. C'est à ces règles de fer que nous croyons, et c'est à ces règles que nous voulons que se rapporte cette nouvelle France. Regardez-la comme elle est. 55% du pays vivait en ville en 1958. Mais déjà, c'était beaucoup, car 80% de la population mondiale vivait à la campagne, étaient des paysans. En 2025, c'est 80% de la population qui vit en ville. Et dans le monde, depuis 2008, il y a plus de gens en ville qu'à la campagne. Vous autres, les jeunes, ça vous paraît évident. Et même quand vous retournez au bled, pour certains d'entre vous, pour voir les grands-parents, ça vous fait comme un choc, des fois, parce que vous réalisez comment, en aussi peu de temps, la société humaine a pu évoluer à ce point qu'on se retrouve tous en ville. La ville d'abord. Ensuite, comme résultat de cette urbanisation, eh bien, regardez une chose. Depuis le début du XXe siècle jusqu'à 1958 et même un peu plus tard, jusqu'aux années 70, on continuait à faire 4 déplacements par jour. Je ne sais pas pourquoi 4, ne me demandez pas. 4. Mais c'était un déplacement sur 15 kilomètres. Aujourd'hui, on fait encore 4 déplacements par jour, mais on fait 45 kilomètres. Ce qui veut dire qu'une des activités essentielles des personnes consiste à se déplacer, ce qui est un fait absolument nouveau dans l'histoire. Et par conséquent, toutes les questions liées à la mobilité, à l'accès à la mobilité, à l'accès à pouvoir rester quelque part et à l'endroit où on se trouve, bénéficier d'un certain nombre de services est posée. Surtout si on veut réduire le transport carboné, surtout si on veut que cesse la pollution qui résulte du transport. Regardez cette France en 1958, un Français sur 10 avait un ancêtre étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. Ça veut dire que si on demande dans cette salle qui est-ce qui a un grand-père étranger, levez la main, s'il vous plaît, qu'on le voit. Regardez-vous. Ça s'appelle quoi ici? Réunion des quartiers populaires. Tout le monde a compris? Voilà. Est-ce que nous sommes moins français que les autres? Non. Ce pays est à nous, parce que nos anciens l'ont voulu. Ils ont choisi, ils ont supporté toutes les misères pour que nous puissions nous approprier ce pays. Ne vous laissez pas repousser. Ne vous laissez pas dire que vous êtes là par hasard ou par effraction, car vous mépriseriez le sacrifice de vos anciens. Vos anciens ne s'occupaient que d'une chose, de votre bonheur, qu'ils projetaient et qu'ils pensaient avoir accompli par leur sacrifice. Ne leur jetez pas à la figure que vous ne voulez pas de ce sacrifice, que vous ne voulez pas de cette misère qu'ils ont supportée, pour que vous viviez mieux et pour qu'à votre tour, vous puissiez décider, comme toutes les générations auparavant, que vos enfants vivront mieux que vous. Voilà, ce pays, il y avait 5 à 10% de gens qui parlaient une langue étrangère en 1958. Aujourd'hui, vous êtes 30 à 40% des Français qui parlaient une langue étrangère. Ce pays est devenu profondément bilingue, ce qui signifie que tous vous intégrez dans vos recettes de cuisine, dans vos poésies, dans votre musique, dans votre manière de parler aux autres et de vous représenter le futur, des cultures que vous portez avec d'autres langues, car les langues sont des moyens d'échange et
la migration humaine a toujours existé et elle a toujours été un facteur de progrès. Oui, j'ai dit de progrès, à cause du mélange, à cause de la créolisation. Si l'humanité est une et indivisible, parce que nous sommes semblables par nos besoins. Alors quand nous nous rencontrons, même si nous ne parlons pas la même langue, nous nous disons des choses, nous échangeons, nous nous montrons des recettes de cuisine ou des chansons ou des instruments de musique ou des instruments pour travailler. Si bien que l'humanité diverse et répartie en petits groupes depuis la nuit des temps, à mesure qu'elle est plus nombreuse, qu'elle migre davantage, se créolise. La créolisation, c'est un mot qui nous vient des Antilles pour rappeler ce que fut la souffrance terrifiante des esclaves, réduits à l'état de choses, et qui, parce qu'ils ont inventé une langue en commun, sont revenus dans l'humanité, c'est-à-dire dans la capacité d'échanger et de ne pas être simplement un objet de production. La créolisation a sauvé le caractère humain des esclaves et a marginalisé les maîtres qui, eux, n'étaient pas créolisés et ne comprenaient pas ce qui se disait. Si bien que les maîtres, déjà, ont été chassés de l'humanité commune parce qu'ils ne voulaient pas comprendre ni traiter les gens comme des êtres humains. Et c'est eux qui ont été minoritaires. Et c'est eux qui continuent à se cacher, y compris dans les Antilles, pour qu'on ne voit pas quelle prédation ils continuent à faire subir à la population. Tout ce que je vous décris, cette nouvelle France-là, nous permet de dire nous sommes candidats au pouvoir. Et comme vous allez entrer dans la discussion sur les municipales et que vous allez produire des idées et des revendications, dites-vous l'importance des rencontres cette année et l'année prochaine sans doute encore davantage puisque nous entrerons dans les élections municipales. Nous allons reprendre le pouvoir par là où il s'est constitué, car le peuple français, héritier des traditions de l'Empire romain, ne s'est pas constitué sur le droit du sang, ni sur les charmantes culottes en peau sur lesquelles on se tape les cuisses en yodelant. Les Français, c'était des Provençaux, c'était des Basques, c'était des Normands, des Bretons, des Parisis, que sais-je. Il y a 200, 300, 400 tribus gauloises. Et au milieu de tout ça, des Romains partout. Si bien que la France, celle des libertés, ça a d'abord été les villes et la citoyenneté. Et nous sommes les partisans du droit du sol. Il y avait même une règle qui disait « Qui touche la terre de France est libre ». Cela signifiait que le serf, s'il s'était enfui et touché la terre du domaine royal, devenait libre. La liberté a été proclamée par ceux qui ont fait la révolution de 89 en disant à nouveau qui touche la terre de France est libre et devient citoyen. Et ce sont les communes qui ont fondé la démocratie. Les communes, parce qu'elles avaient des droits qui appartenaient à tous ceux qui s'y trouvaient. Par exemple, à Marseille, on disait « Métier vos noblesses ». Ça voulait dire « tu n'as pas besoin d'être un homme pour pouvoir ramener ta science ». À Marseille, surtout, tout le monde la ramène. Mais bon, ça voulait dire ça. Vous êtes citoyen. Le droit du sol est un droit pour lequel vous vous battrez. N'acceptez pas qu'on vous trie, car le capitalisme est fait de tri. Il passe son temps à trier. Et il voudrait que les tris qu'il opère pour son service deviennent des tris qui paraissent naturels. Si vous êtes de telle couleur, alors telle est votre de peau, telle est votre situation. Si vous êtes de telle religion, alors telle est votre situation. Mais qui vous a trié? Sinon lui, réparti, discriminé. Pour aller contre le tri, il faudra revenir sur la loi Pasqua, qui fait qu'on doit attendre l'âge de 16 ans quand on est un enfant d'immigrés pour savoir si on est français, quand bien même on parle tous français et rien d'autre que le français des fois. Bien sûr, des fois, ça nous confronte à des difficultés terrifiantes, c'est le cas à Mayotte. Mais est-ce que vous croyez que changer les papiers d'identité d'une seule personne va changer quoi que ce soit à la situation de Mayotte? Pourquoi aller partout en criant « Ah, Mayotte, le problème, c'est qu'on y vient pour devenir français, il faut avoir 16 ans, à Mayotte comme ailleurs ».
pour pouvoir demander à être français. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer aux conditions du cyclone? Si on réduit et qu'on passe de 16 ans à 18 ans, ça va faire repousser les maisons, ça va ouvrir des écoles de plus, ça va soigner les gens? Bien sûr que non. Le racisme et la haine de l'étranger est un prétexte qui permet aux puissants de se cacher et de ne pas assumer la responsabilité de la situation dans laquelle ils ont mis les gens. Pourquoi, quand il y a un cyclone qui passe sur Cuba, il y a un mort? Et pourquoi, quand il passe sur Mayotte, tout est détruit? C'est bien qu'il y a sans doute une manière de vivre qui n'est pas la même et des priorités qui ne sont pas les mêmes. Évidemment, on en déduira que je suis un partisan de je ne sais quoi, du régime cubain, et que je propose de le faire à Paris, comme d'habitude, d'après les gens qui passent leur temps à découper mes propos en petits morceaux. Je vous ai parlé de la Nouvelle-France en vous donnant une image par rapport aux questions que nous connaissons le plus, qui est le sentiment, des fois, où on doute. Sommes-nous français réellement? Ou bien nous déteste-t-il au point qu'il nous faut être autre chose? Mais quoi? On se le demande. Parce que, contrairement à ce qu'ils croient, nous ne savons pas quoi être d'autre. Et c'est maintenant qu'il faut faire notre bonheur et notre vie, et non pas après-demain. Mais cette nouvelle France, elle concerne absolument tout le monde. Je vais donner deux exemples. Le premier, ce sera la condition des femmes. Nous voyons tous dans les quartiers la place nouvelle qu'ont pris les femmes dans l'animation des associations, dans la conduite des affaires communes. Ce n'était pas le cas il y a une génération. Ça ne se présentait pas comme ça. C'est pourquoi ils savent ce qu'ils font quand ils montrent du doigt les mères isolées, en menaçant toute la fratrie de supprimer les allocations familiales quand un a fait une bêtise. Ce qui instaure une sorte de responsabilité collective qui n'existe nulle part ailleurs dans le droit français, parce que la responsabilité collective, c'est une logique de barbare qui commence par le tri des responsabilités et finit dans les génocides, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous parle de la condition des femmes, que les plus jeunes d'entre vous, jeunes femmes, réalisent que je ne suis pas en train de parler du Moyen-Âge, mais de quelque chose qui concerne vos grands-mères. Écoutez bien, en 1958, une femme avait besoin de l'autorisation de son mari pour aller travailler et pour avoir un compte bancaire. Cela a été abrogé en 1965 seulement. Jusqu'à 1958, vous aviez la puissance paternelle dans la famille qui était reconnue comme telle. Il a fallu attendre 1970. Là, ça commence à être vos mères, ou vos grands-mères encore. 70, non, c'est plutôt vos mères. Enfin, on échouilla à cheval sur 2 générations. Eh bien, 70, autorité parentale conjointe. En 1958, la contraception était interdite, ce qui voulait dire que l'aptitude biologique des femmes à mettre au monde des enfants devenait un destin social à la faveur de circonstances qui parfois pouvaient relever du pur hasard, et en tout cas pas de la volonté délibérée. Et ensuite, il fallait faire sa vie dans ces conditions-là et donner de l'amour autant qu'on pouvait en donner. Il a fallu attendre 1971 pour que cela soit autorisé. En 1958, il n'y a aucune obligation d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors aujourd'hui, bien sûr, depuis 1972, cela est reconnu, mais vous savez comme moi que cela n'est pas appliqué. Et que les femmes travaillent gratuitement. Cette année, c'était à partir de la mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année pour la société. Le divorce unilatéral en 1958, il a fallu attendre 1975 pour qu'il puisse y avoir le divorce par consentement mutuel à la demande de l'un ou de l'autre, alors qu'il n'y a pas de faute dans le couple. Le viol a été reconnu pour la première fois comme un crime en 1980. En 1958, le premier enfant venait à 24 ans. Aujourd'hui, c'est à 31 ans. Aujourd'hui, 68% des femmes travaillent. En 1958, 35% seulement. Alors, la Nouvelle-France, si elle a un visage, c'est le visage des femmes qui surgissent
après deux générations de maturation de liberté fondamentale conquise par la lutte, car rien n'a jamais été donné autrement que comme résultat de la lutte. Vous êtes, jeunes femmes, les premières générations qui considéraient comme un fait naturel d'être traitées à l'égal des hommes, après des millénaires du contraire, et après une période extrêmement brève de construction d'une nouvelle personnalité. Période brève parce que, pour qu'une manière d'être se transmette d'une génération à l'autre, il faut que la première soit libérée des préjugés de la précédente. Et vous savez, comme moi, que ça n'est pas le plus simple, on peut écrire ce qu'on veut dans la loi. Il y a aussi après des comportements. Moi, on m'a appris à être un homme quand j'étais petit garçon. Être un homme, ça voulait dire qu'on ne pleurait pas quand on avait envie de pleurer. Ça voulait dire qu'il fallait savoir donner des coups de poing. Il fallait faire ceci, faire cela, faire ci, faire ça. Ah, comme ça me saoulait d'être dans leur modèle. Et évidemment, comment pouvais-je vouloir être autre chose que mon père, mon oncle, mon grand-père, mon grand-oncle? Eh bien, puisque j'étais un homme, je faisais l'homme, je ne pleurais pas, même quand j'avais envie. Mais des fois, pour m'aider, on me donnait une baffe et on me disait, une baffe d'amour, je le précise. Mes parents étaient extraordinairement bienveillants avec leurs enfants. Et on me disait, maintenant, au moins, tu sais pourquoi tu pleures. Dites-moi, vous rigolez, mais il y en a combien, là, qui ont vécu ça aussi, non? Hein? Motus et bouche cousue, hein, les gars? Quant aux filles, n'en parlons pas. Tiens-toi tranquille, bouge pas. Et d'ailleurs, ça continue. Je vois comment sont mes petits-neveux et nièces et petits-enfants. Les filles, en général, sont plus calmes. Pourquoi? Ben parce qu'on leur a appris à être plus calmes. Et le petit gars, il saute partout, il crie, il piaille, il donne des coups de pied de tous les côtés. On dit, ah, c'est un petit bonhomme, hein? On l'encourage dans cette manière de se comporter. Je vous raconte tout ça pour vous dire comment le temps de l'histoire est long à passer d'une génération à l'autre et passe par les cultures. C'est pourquoi vous devez commencer à dire que vous êtes la Nouvelle-France. Non plus pour se plaindre de celle dont nous héritons et réclamer à notre bon maître, le chapeau à la main, le droit de s'asseoir à la table, mais encore une fois, parce que le tour est venu de ces nouvelles générations d'occuper la place pour laquelle elles se sentent vouées et reconnues. Je pourrais vous parler des enfants puisque j'en parle à l'instant. Quoi, les enfants? Est-ce que vous savez qu'en 58, un gamin petit, il passait 3 à 4 heures dehors? Dehors, avec d'autres zazous comme lui ou elle, et puis ceci, et puis cela. Et aujourd'hui, combien? 1 heure. Ça veut dire que tous les processus que le capitalisme a mis en place, que le professeur Jacques Généreux, l'un des nôtres, a qualifié de dys-société, on rompt les liens sociaux, après des millénaires à passer notre temps à les renforcer, on les rompt, et on dit c'est à l'individu de savoir qui il est, ce qu'il doit faire, comment le faire. Eh bien, ça arrive jusque dans l'enfance, qui est la classe d'âge qui, par définition, ne peut se créer, se constituer que dans la relation aux adultes, qu'en les imitant, ce n'est pas toujours un bon exemple, mais en cherchant à créer ce lien social qui va permettre à l'enfançon de passer des cris parce qu'il a faim à la demande et qui va vous permettre ensuite de lui apprendre à manger avec une cuillère et une fourchette. Je prends ces exemples pris dans la toute petite enfance pour qu'on comprenne que le même processus continue et qu'un enfant n'est pas un petit adulte. Un enfant est un enfant, n'en déplaise au système qui prétend les transformer tous en petits adultes et à ne pas croire qu'il puisse y avoir un droit et une justice particuliers. Voilà, que d'images j'ai encore. Maintenant, je viens à celles qui sont moins plaisantes. Pour certains, mais j'ai mon âge, alors je vois peut-être le monde différemment, ou je l'ai vu, et entre-temps, mes plus jeunes camarades m'ont remis les idées au carré. Moi, je disais enfin comment, bon, dans le passé, les garçons se mariaient avec les filles, ils étaient plutôt plus âgés, et les femmes plutôt plus jeunes. Alors, on regardait les statistiques, ça donnait 19 ans de vie commune. Bon, on est resté à 19 ans, mais ce n'est plus la même vie commune. Il y a donc une précarisation des couples. Et la plupart des jeunes gens
savent que ça fait partie de la vie, et ils ne s'en font pas un drame. Je ne dis pas que ça leur plaît, ou ne leur plaît pas. Tout le monde aime bien que l'amour, ça rime avec toujours. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on le sait tous, et on en parle, et on discute, et on échange, et on regarde comment faire. Mais cette précarisation des couples est une nouveauté absolue dans l'histoire. De la même manière, si je peux me permettre de le dire, un mariage sur 2 se termine par un divorce. La moyenne, ça va rester 17, 18, 19 ans. Un enfant mineur sur 3 a des parents séparés. Et alors, un jour, je dis ça à une copine. Je lui dis, mais les gosses, il est petit, là. Et la copine, elle me répond, tant mieux. Parce que comme ça, on va pouvoir vivre peut-être dans plus de bonheur. Les familles recomposées existent, et ce sont des familles aimantes. Et nous y avons gagné des frères et sœurs, les uns et les autres. Nous y avons gagné des familles. Nous y avons gagné des liens inexplicables dans l'ancienne génération. Oui, ça aussi, c'est la Nouvelle-France. C'est une autre manière de penser la vie. Et il faut l'accepter comme une source de bonheur et de construction, plutôt que d'aller pleurnichant à répéter les traditions du passé, qui, elles, bien sûr, n'étaient que bonnes. Discutez avec vos grands-mères et vous aurez une idée de ce que ça pouvait vouloir dire, que la vie en commun enfermée est obligatoire. J'ai identifié une série de faits. Je me suis efforcé de vous y faire réfléchir en partant de ce qui est le plus intime, pour qu'on voit à quel point le monde est neuf au moment où il est mis en péril de disparaître. Mais ça ne me fait pas oublier le reste, c'est-à-dire pourquoi il y a des quartiers populaires. Il y a des quartiers populaires pour y reléguer une partie de la population, pour créer pour cette population les déserts qui forment la raison d'être de la marchandisation de la société. Ça va contre l'intuition. C'est parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut aller acheter qu'on est obligé d'aller à la grande surface. C'est parce qu'on ne peut pas se faire soigner qu'on est obligé d'aller courir à la première structure de soins, fût-ce une clinique privée. Le département de la Guyane, pour des raisons que vous pouvez imaginer, mais qu'on aurait pu dominer, est le moins bien desservi du réseau médical. La Guyane, c'est grand comme le Portugal. Quand vous regardez une carte, vous voyez un petit machin comme ça, vous croyez que c'est une île. Non, non, monsieur Macron, c'est pas une île. L'île de France non plus. C'est tout petit. Non, c'est grand comme le Portugal. Et là-dedans, il y a 400 000 personnes. Alors, il y a de la place, hein. Ça n'empêche pas qu'on excite le racisme aussi, hein. Il y a de la place. Il y a de quoi faire vivre des dizaines, des centaines de milliers de gens correctement, mais on trouve encore le moyen d'y injecter du racisme, de la méfiance. Parce qu'on n'est pas capable, quand on voit des gens, de dire « Allez au boulot, toi tu fais ci, toi tu fais là, on va faire ci, on va faire là », parce que c'est tellement grand et c'est un monde neuf. Bon, pourquoi je vous parle de la Guyane? Comme ça, vous rentrez dans votre tête que, bon, la Guyane, on comprend que ça ne soit pas si facile de trouver un hôpital et des médecins. Eh bien, figurez-vous que la situation de la Guyane, c'est celle de la Seine-Saint-Denis. Autrement dit, la Seine-Saint-Denis a la même difficulté pour accéder aux soins de santé qu'on en a en Guyane, pays grand comme le Portugal, dans lequel il n'y a que 400 000 personnes. Voilà les réalités physiques qui unissent le peuple français de la Nouvelle-France, car dans la ruralité aussi, c'est un désert médical. Dans la ruralité aussi, on a du mal à trouver des points d'approvisionnement en légumes frais, en nourriture fraîche, et il faut aller à la grande surface. Le peuple français est uni par ses conditions de vie et par ses luttes. C'est dans nos quartiers qu'il y a les plus terribles épidémies de diabète. Non pas parce que les gens aiment le sucre, bien sûr qu'ils aiment le sucre, tous les êtres humains aiment le sucre. Aimer le sucre a été un avantage pendant des générations. Ceux qui trouvaient du sucre avaient plus d'énergie à consommer. Et on ferait bien des fois de s'en rappeler, même quand on fait des discours, il faut manger un peu de sucre avant de commencer, sinon ça peut mal tourner. Mais ça a été un avantage positif. Ceux qui trouvaient du sucre, ceux qui avaient des ruches, avaient un avantage. Aujourd'hui, l'avantage
mis au point par des millénaires d'évolution, s'est retourné en son contraire. Et voilà comment, ballot que vous êtes, vous vous retrouvez à manger 40 kilos de sucre par tête de pipe. Et si vous êtes nord-américain, c'est 60 kilos par an. Des quantités disproportionnées. Comment ça se fait? Eh bien, parce que vous avez été conditionné. Que vos enfants aiment le sucre plus que vous-même et plus que vos grands-parents. Et puis parce que la nourriture qu'on va vous vendre et qui est de moins bonne qualité, vous oublierez qu'elle est de moins bonne qualité parce qu'elle est pleine de sucre. Et elle se conservera plus longtemps parce qu'elle est pleine de sel. Le sel, le sucre, les deux déclenchent des maladies mortelles. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Et ce n'est pas parce que les gens mangent trop qu'ils sont trop lourds. C'est parce qu'ils mangent mal. Et s'ils mangent mal, c'est parce qu'ils ne peuvent pas manger mieux. La question des droits de l'espèce est dorénavant posée. Pas seulement les droits sociaux, pas seulement les droits intellectuels, les droits de l'espèce en tant qu'animal. Car nous sommes des animaux. Particuliers, c'est vrai, mais des animaux. Nous avons droit à dormir dans le silence. Le silence est un droit de l'espèce. Pendant des millénaires, on a cherché l'endroit silencieux pour s'y réfugier. Nous avons le droit à la nuit, c'est-à-dire à l'obscurité, parce que nous sommes ainsi constitués, nous les êtres humains, que le cycle du jour et de la nuit harmonise toutes les horloges de notre corps. Et nous avons besoin de la nuit absolue pour la remise en ordre absolue de toutes nos horloges. Ce n'est donc pas un luxe que la nuit, c'est une nécessité. Et vous avez avec Picmal une de ces personnes qui comprennent les problèmes à temps et avant les autres, parce qu'il fait partie de ce groupe qui a commencé à travailler à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une loi qui protège la nuit, qui protège le silence. On a le droit de dormir en sûreté, on a le droit de ne pas avoir trop chaud, de ne pas avoir trop froid. Si vous lisez les droits des animaux qui ont été revendiqués depuis une certaine charte de Copenhague, vous vous apercevrez que les 3/4 des droits qu'on demande à faire respecter pour les animaux ne le sont pas pour les êtres humains. Et alors, vous avez le droit en face de la société des maîtres et de leur domination de dire « nous y avons droit ». Pourquoi avez-vous installé notre quartier au bord de l'autoroute et pas le vôtre, si c'est si agréable à vivre? Pourquoi laissez-vous tout allumer dans nos quartiers, pas dans les vôtres? Pourquoi faites-vous sécession de la vie avec les autres? Pourquoi avez-vous vos quartiers où vous êtes? Et c'est la raison pour laquelle vous avez créé ceux où nous sommes, pour que nous ne soyons pas au même endroit que vous. Si bien que tout à l'heure, c'est Picmal ou je ne sais plus qui d'ici qui m'a dit « on va aller là-bas, il y a une place formidable, tu vas voir, et on va pouvoir faire un meeting de masse. » J'ai dit « ah, on en a déjà fait un à la Prairie des Filtres une fois. » Oui, oui, on continue à en parler, il paraît, à Toulouse, de ce meeting. Moi, je ne suis pas prêt de l'oublier. C'était incroyable, il y avait du monde partout, toute la prairie, sur les ponts autour, dans les immeubles, du monde partout, partout, partout. Alors bon, et il me dit, tu vas voir, c'est formidable, c'est en plein milieu d'un quartier. J'ai dit, ben les gens, ils ne peuvent pas aller au Capitole. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. C'est comme à Marseille. Ils sont dans les quartiers nord, mais ne descendent pas. Alors, ça tombe bien, parce que ceux qui décident, ils ont mis le métro, d'accord? Après, ils ont créé d'autres choses. Le tram, au même endroit que le métro. Et comme ça passe jamais dans les quartiers nord. Facile. Comme ça, s'ils avaient envie de descendre, ils ne descendent pas. Si bien que nous intériorisons, les barrières sociales deviennent des barrières physiques. On n'est pas chez nous, on n'est pas à l'aise, alors on reste là où on est. Eh bien, pourquoi pas? Mais alors, il faudrait que là où on est, ce soit aussi agréable à vivre que là où on n'est pas et où on ne veut pas de nous. Voilà les revendications que l'on peut avoir. Là, le droit à la dignité est une revendication qui n'est pas exagérée. Et je vous invite à l'insoumission morale et intellectuelle. Car ils vous ont collé ça dans la tête. T'es chômeur, t'as qu'à traverser la rue. T'es pauvre, c'est de ta faute. T'es malade, c'est de ta faute. T'es obèse, t'as qu'à moins bouffer. T'as du diabète, t'as qu'à pas manger de sucre. Comment je vais faire tout ça?
dit le malheureux, la malheureuse, à qui on donne toutes ces injonctions. J'ai traversé la rue et j'ai pas de boulot. Je suis allé à l'école, j'ai travaillé sérieusement, j'ai des diplômes, et quand j'amène mon CV, c'est mon prénom qui vous plaît pas. Quel pays on est devenu, où on a cette espèce de bonhomme qui vient dire « Arrêtez de vous appeler Mohamed alors qu'il s'appelle Eric, c'est un prénom scandinave ». Il pouvait trouver mieux à critiquer que le prénom du prophète, non? Pour critiquer les autres. Où on vit là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous devez vous libérer des chaînes qu'on vous a mis dans la tête et que des fois vous acceptez. Nous avons tous des droits égaux. Nous n'avons pas de maître. Eh bien tiens, je suis arrivé presque au bout. Il est temps. Vous allez mettre au point vos revendications. Pour ma part, je vous ai dit, ce n'est pas moi qui vais les mettre en mots. Mais ce que nous avons à faire, je vous l'ai dit, c'est la tâche de la conquête du pouvoir. La liberté la plus précieuse, c'est celle de celui ou de celle qui n'en a pas. Pourquoi? Parce que cette personne trace la limite de la liberté et que nous voulons qu'elle n'en ait pas. La dignité de même. C'est pourquoi les discriminés, les relégués doivent être les premiers dans le changement de civilisation que nous allons construire. Vous autres, les plus jeunes, c'est votre tâche. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de libérer la société des chaînes du colonialisme, des chaînes du racisme, des chaînes du capitalisme et de l'idée que tout le monde est concurrent avec tout le monde. Il va falloir inventer autre chose, une autre manière de vivre. C'est pourquoi nous avons dit que notre programme est un programme qui fait une transition, un passage entre la société capitaliste absurde dans laquelle nous vivons et celle qu'il s'agit de construire. Mais cette fois-ci, ma génération n'aura pas l'arrogance de vous dire quel genre de société vous devez construire. Peut-être de dire, regardons ce que nous avons en commun à cet instant, où nous sommes séparés par une vie entière. La vôtre à construire, la mienne qui est faite. Ces principes que nous avons en commun est résumé dans une phrase. Nous voulons une société d'harmonie des êtres humains entre eux, c'est-à-dire libérée de la discrimination, du mépris, du racisme, de l'indignité, de l'inégalité, et une société d'harmonie avec l'écosystème dans lequel nous vivons. Harmonie veut dire qu'il faut faire correspondre les cycles. C'est de la poésie, tant mieux que c'est de la poésie, l'harmonie. Mais c'est une affaire très matérielle, très concrète. Les cycles du capitalisme ne sont pas ceux de la vie humaine et de la vie de la nature. Il faut 4 secondes pour faire un sac en plastique. Il faut 4 siècles pour que la nature le désagrège. Et ainsi de suite. Un poulet peut vivre 24 mois. Nulle part il est écrit que les poulets ne vivront pas plus de 6 mois ou 8 mois. Les cycles du capitalisme se sont imposés à la volaille. Vous me direz, oui, mais nous ne sommes pas des volailles. Merci, je suis au courant. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de volailles sur Terre qu'aujourd'hui. Il y en a 32 milliards, et tous les ans, on en bouffe 23 milliards. Si bien qu'on peut dire qu'on est à l'âge de la volaille. Il n'y en a jamais eu autant. Mais regardez même cette chose évidente, comme elle n'est pas évidente, comme elle est marquée par la nature du régime social. Les poulets aussi ont à souffrir du capitalisme. Je parle de la volaille. Les autres sont à leur service. Nous sommes le nombre. 50% de ceux qui travaillent dans les quartiers sont des ouvriers. Ceux des quartiers, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, QPF, quartier prioritaire de la ville, c'est vous dire tout le reste, représentent 30% des travailleurs des flux. Vous ne savez pas ce que sont les travailleurs des flux. Vous savez tous ce qu'est un paysan. Ça, c'est facile. Société paysanne. Il y a des paysans partout. Eh bien, nous sommes dans une société de réseau. Vous ne le savez pas. Ce qui constitue le peuple, c'est la condition sociale commune. Personne ne peut vivre et survivre et reproduire son existence matérielle s'il n'a pas accès au réseau.
Si tu n'as pas accès à l'électricité, point de lumière, point de chauffage. Si tu n'as pas accès à l'eau, eh ben, tu meurs. Parce que personne ne peut vivre sans eau. Tous nous dépendons des réseaux, et ces réseaux sont soit des propriétés collectives, soit des propriétés privées, et ça change tout. Entre votre soif et le robinet, il n'y a pas d'intermédiaire. Ou l'eau coule ou elle ne coule pas. 2% de manque d'eau, tu as soif. 10% tu délires. 12% tu es mort. Voilà pourquoi la dépendance au réseau est une dépendance fondamentale de l'être humain du XXIe siècle. Et le tiers des travailleurs des réseaux sont dans les cités populaires. Ils ont donc la même puissance sociale que les travailleurs hier capables d'interrompre une production. Nous ne pouvons pas dire que nous allons faire une révolution à partir des travailleurs des usines. La moitié des usines ont fermé leurs portes. Et leur capacité de lutte contre les transnationales s'est considérablement abaissée. Par contre, nous pouvons faire la révolution citoyenne sans tirer un coup de fusil, avec des bulletins de vote, avec des programmes, pour une raison. Nous sommes le plus grand nombre. C'est nous qui sommes le grand nombre. Sans nous, rien ne fonctionne. Libérez-vous des chaînes de la servitude. Si vous le voulez, vous êtes les maîtres. Encore faut-il le vouloir. Et c'est ce que vous allez faire en reconquérant le pouvoir par la commune. Oh, vous n'aurez pas que des amis. Moi non plus. Mais quoi? J'ai dit, c'est le grand nombre. Vous avez un devoir, amis, camarades. Il faut que dans les quartiers, il y ait la base de la révolution citoyenne. La base de la révolution citoyenne, bien sûr, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales, mais ça ne suffit pas. Tout le monde n'a pas le temps de penser à tout. Il faut qu'il y en ait qui se partagent le travail, de réfléchir, de calculer, de dire comment on va faire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on fait d'abord, qu'est-ce qu'on fait après. Enfin, vous savez ça, vous gérez votre vie comme ça. Nous avons besoin d'assemblées citoyennes. Il faut que les assemblées citoyennes exercent le pouvoir dans les quartiers. Ne vous occupez pas de savoir quel est le statut légal d'une telle assemblée. Normalement, dans la loi, il est prévu qu'il y ait des comités de quartier. La plupart du temps, il n'y en a pas. Ou bien, s'il y en a, ce n'est pas vraiment ce qu'on croyait. Il faut des assemblées citoyennes qui soient des assemblées politiques, où l'on s'occupe de la vie quotidienne en disant pourquoi elle est comme ça et qui peut décider. Il n'y a pas de limite sinon à la stupidité et à la corruption de ceux qui accablent les gens qui vivent dans les cités populaires. Quand je suis allé dans cette cité à Marseille, il y avait déjà 5 ans que coulait au robinet de l'eau sale. Vous m'entendez? De l'eau jaune. Vous ouvrez le robinet, il sort de l'eau jaune. Alors on y a été. Ça n'avançait pas vite. Après quelques distributions de rats dans les bureaux, ça avançait plus vite. Pour finir, on y a mis des produits et on a dit aux gens, écoutez bien, ça va être moins jaune. On ne vous demande pas de l'eau moins jaune, on vous demande de l'eau potable. De l'eau potable, mes amis. Vous n'en avez déjà plus vraiment. 90% des rivières contiennent des pesticides. 99% des gens qui sont dans cette salle ont des pesticides dans leur corps, et ça se voit quand on analyse leurs urines. 100% d'entre vous absorbent des polluants éternels parce qu'il y en a partout. Et la première fois qu'on a vu arriver ce qu'on appelle des polluants éternels, c'était à la fin des années 50, encore une fois, avec les premières poêles Tefal. Ça tombait bien parce qu'on appliquait à la poêle à frire ce qu'on venait d'appliquer pour fabriquer des sous-marins. Ce n'était pas tout à fait le même usage, mais c'est le même résultat qu'on en attendait. Il ne fallait pas que ça colle. Et depuis, nous voici tous pollués à un produit cancérigène. Ils ne le savaient pas? Si, ils le savaient. On ne leur a pas dit sur tous les tons? Si, on leur a dit. Il n'y a qu'une manière d'interrompre cela, c'est de retirer le pouvoir à ceux qui l'ont.
Il est temps d'avoir pour perspective, non pas de les admirer parce qu'ils dirigent, mais de comprendre qu'une bonne partie d'entre eux sont des bons à rien, qui ont eu des objectifs absolument insoutenables, faire du profit de tout, et que le reste, ils s'en foutaient. Ils oubliaient qu'ils avaient affaire à des êtres humains. Donc, mon mot de conclusion, quel que soit le programme que vous allez établir à la fin de cette journée, faites des assemblées citoyennes. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais elle est bien placée. Parce que ceux qui auront commencé à venir discuter dans le quartier, je sais qu'il y a des associations dans le quartier, je sais que des fois, il y a le centre social, je sais ces choses-là, mais je vous parle de ce qui peut être mis dans la tête de tout le monde. Comment se fait-il que les insoumis fassent ici, là, dans combien d'endroits 70, 80% des suffrages exprimés. Ce sont des chiffres absolument incroyables, sans précédent dans la vie de ce pays. Et comment se fait-il que nous ne soyons pas au pouvoir? Eh bien, c'est parce que il y a encore 70% d'abstention. Et nous savons tous pourquoi. Pas parce que les gens sont stupides, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'on leur a trop menti, parce qu'on les a trop baladés, parce qu'à la fin, c'est déjà assez difficile d'organiser son propre lendemain. Comment va-t-on en plus s'occuper de toute la société? Souvent, on n'arrive pas à y penser que c'est par le collectif que transitent les solutions. C'est une idée pourtant qui n'a jamais rencontré aucun démenti, sauf une fois ou l'autre de temps en temps. Il y en a un qui sort du paquet tout seul et qui s'en sort. Mais qui peut être vraiment heureux s'il est heureux tout seul? Et qui peut être vraiment heureux si auparavant il s'est fait déjà briser les bras et les jambes? Voilà pourquoi, en arrêtant, je vous redis le mot. Passez-le à vos enfants. Passez-le à vos petits-enfants. Nous sommes à l'heure de la nouvelle civilisation à créer. Nous sommes la nouvelle France. Ce pays est à nous. N'acceptons jamais ce que nous voyons dans les yeux des maîtres, des importants et des racistes. Leurs yeux ne disent pas la vérité. Leurs yeux projettent un cauchemar et rien d'autre. Oui, nous sommes égaux en droit parce que nous sommes similaires en besoin. Merci à tout le monde.